qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le cachaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Quand fait la sirène mon temps, ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tête, mais moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, la fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure et fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque vendredi à 18h, vous écoutez Casse-Muraille sur Prune 92 FM. Casse-Muraille, c'est une émission de radio contre les prisons et contre les répressions exercées sur nous par l'État. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Aujourd'hui, nous sommes avec Zoé. Bonjour Zoé. Salut. Et Clara qui s'occupe de la technique. Salut tout le monde. Bonjour Clara. Et nous avons 2 invités. Il y a Joël. Bonjour Joël. Bonjour Gaël, bonjour tout le monde. Ça va, il ne fait pas trop chaud? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Ouais. C'est vrai que pour venir jusqu'ici, on a galéré avec la chaleur. Ouais. Ouais, on pense un peu à ceux qui sont en prison, là, parce que des fois, les cours ou les certaines cellules, là, il peut faire vraiment très chaud. Exactement, Gaël. Donc, Joël, tu as passé 4 mois enfermé à la maison d'arrêt de Carquefou. Tu vas pouvoir nous en parler, là, au cours de l'émission. D'accord. Et on est aussi avec Brian. Bonjour, Brian. Bonjour tout le monde. Alors toi, tu as fait une peine beaucoup plus longue. Combien tu as fait déjà? J'ai fait 10 ans. Et du coup, vous deux, là, ça fait combien de temps que vous êtes sortis? Pour ma part, moi je suis sorti le 25 février, donc ça fait déjà quelques mois. Ça fait déjà 4-5 mois que je suis pas 5 mois, mais 4 mois. Et toi, Brian? Moi là, ça va faire 7 mois que je suis sorti. Là. Ok. Et ça va? Ouais, ça va. Toi aussi, Joël, ça va? Bah écoute, oui ça va. J'avais un peu peur de la sortie, mais j'ai trouvé des bonnes personnes et des bonnes structures qui m'accueillent. D'accord. Vous avez eu le temps de trouver un peu vos marques à l'extérieur? C'est que quand on a passé longtemps en prison, des fois, il faut un petit peu de temps peut-être pour se réadapter un peu à l'extérieur. La première fois quand je suis sorti, tout simplement, c'est que j'appréhendais le matin même que j'allais sortir. De toute façon, je le savais déjà depuis plusieurs jours. Et j'étais content de sortir, mais en même temps, j'avais peur. J'avais peur de retrouver le monde extérieur parce que j'avais perdu tout contact avec les gens qui m'entourent. Et de reprendre un bus, revoir les voitures, revoir même un bureau de tabac, voilà quoi, c'est toutes les choses de la vie à redécouvrir. Et les gens qui vous ont pas vu depuis plusieurs mois, qui vous posent des questions, t'étais rendu où, Joël? On t'a pas vu pendant 4 mois. Et là, c'est très compliqué à répondre, soit qu'on dit la vérité, soit qu'on... En général, moi, pour ma part, j'ai dit la vérité. Ouais, je comprends, ouais. Et toi, Brian, ça va la sortie? Moi, c'était très compliqué.
J'ai caché ça à certains amis, que j'étais en prison, tout ça, pour pas qu'ils s'inquiètent. Et du coup, au bout d'un moment, ils savaient, quoi. Toi, tu étais vraiment jeune quand t'es parti. Ouais, j'avais 15 ans. Ah ouais. Donc 15 ans, donc tu as déjà été, t'as été d'abord à l'établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est ça. Tu étais à Orvaux. Ouais. Et après, tu m'as dit que tu étais parti à Lorient. Ouais, à Pleumeur. À Pleumeur. Ok. Bon, bah ouais, ça fait 10 ans, j'imagine, ça fait quand même un grand bout de ta vie. C'est quelque chose d'important. Bah, ça m'a gâché plus... Ouais, 10 ans, ouais, 10 ans de ma vie. Mais à rester dans une cellule, tout ça, j'en pouvais plus. Joël, est-ce que tu voulais raconter un peu plus ton parcours ou comment... Toi, tu racontais un peu que tu t'attendais pas du tout à la prison. Toi, c'était ta première peine de prison. Oui, voilà, exactement, Gal. C'était ma première prison, je m'y attendais pas du tout. Le jour que je suis passé en comparution immédiate, je m'y attendais pas du tout à partir là-bas. Hein. Franchement pas. On m'avait dit, la police, elle m'avait dit, t'inquiète pas, Joël, tu vas retourner chez toi. Simplement que je suis passé en comparution immédiate et les personnes qui m'avaient logé là-bas, à Doma, en fait, ils me voulaient me renvoyer en prison parce qu'ils voulaient pas que je regagne mon logement. Et pour la trêve hivernale, en fait. Tout simplement, donc voilà. Et moi, je suis arrivé à la prison de la Minguet à Carquefou. J'appréhendais énormément parce que c'est la première fois que j'allais en prison. Après, le premier soir, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte, mais c'est après le lendemain que les surveillants, ils étaient gentils et tout. Enfin, j'ai pas eu de problème particulier. Les gens qui étaient en cellule non plus. Donc ça m'a déjà rassuré. Donc après, j'étais au quartier arrivant pendant 8 jours en observation, comme tout le monde. Et après, de fil en aiguille, je me suis inscrit pour travailler, je me suis inscrit pour aller à l'école, donc les choses que j'ai faites aussi là-bas en prison. Donc non, après ça s'est super bien passé, j'allais jamais en promenade parce que vu le contexte et vu comment je voyais comment ça se passait en promenade, ça me faisait pas trop envie d'y aller. Donc non, mais ce qui est bien là, c'est qu'en prison, c'est que vous voyez, on vous mélange pas. Vous êtes tranquille, vous êtes gentil, vous êtes poli, on vous met avec les gens comme vous. Par contre, si vous êtes énervé, si vous parlez mal aux surveillants, ça, ils vous mettent avec des gens, voilà. En fait, ils ne nous mélangent pas, tout simplement. Ouais. Et du coup, en parloir, t'avais peur, pas au parloir, en promenade, tu avais peur que ça puisse être des embrouilles, des conflits En fait, je ne savais pas comment ça se passait les promenades. Moi, tout simplement, c'est que moi, je ne voulais pas y aller, parce que les autres détenus m'en parlaient, mais je ne le voyais pas. Hein. Ma cellule, au départ, ne donnait pas sur la cour de promenade. C'est une fois que j'ai commencé à travailler qu'ils m'ont fait changer de cellule pour aller au quartier travailleur. Et c'est là que j'ai commencé à voir la cour de promenade et à voir comment ça se passait. J'ai vu des bagarres, des violentes bagarres, des gens qui montaient par les grillages, des gens aussi qui balançaient, qui jetaient des choses de l'extérieur de la prison à l'intérieur. Puis des gens qui faisaient le mur, le grillage, pour aller les récupérer. Après, bon, voilà quoi. Ouais. Bah oui, mais je pense qu'il doit y avoir plein d'autres gens qui sont dans la même situation. Peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment-là, qui sont en prison autour de Nantes et causent pas ou qui n'ont pas envie d'aller en promenade. Donc je pense que c'est quelque chose où les gens ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls, en fait, qu'il y a d'autres gens qui ont les mêmes expériences et qui ont vécu ça aussi. Après, moi personnellement, c'était mon choix. Après, on n'est pas obligé d'accepter les promenades, on peut très bien les refuser, comme on peut très bien les accepter du jour au lendemain. Moi, pour mon cas, je préfère aller à l'école, travailler, aller voir l'assistante sociale, aller voir aussi pour mon addiction à l'alcool. Donc, j'allais voir le médecin et tout ça. Moi, j'allais que à mes rendez-vous, je faisais rien d'autre. Au niveau de la santé, les médecins et tout ça, tu as l'impression qu'il y avait ce qu'il fallait là dans la prison Oui, parce que là-bas, on avait les absiades qui venaient. D'accord. Donc c'est une association qui s'occupe des gens comme moi. Ok. Qui boivent. Donc voilà. Et ils venaient, je les voyais une fois par mois. Et il y avait des groupes de parole aussi, il y avait un peu de tout. Voilà quoi. C'est en fait la prison, c'est une ville dans la prison. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est de dire qu'il y avait ce qu'il fallait au niveau santé, parce qu'on entend beaucoup de témoignages de gens qui n'ont pas eu autant de chance, qui ne sont pas tombés dans les mêmes prisons ou qui n'avaient pas forcément le même statut et qui avaient beaucoup de problèmes à faire des soins en prison. Toi, tu n'as pas du tout eu de problème à ce niveau-là? Non, à la Minguet, non, pas du tout. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres centres de détention, je ne sais pas.
Tout ce que je sais, c'est que moi, à la Minguet, il y avait tout ce qu'il fallait. Ok. Mais j'imagine que même à la Minguet, peut-être pour d'autres personnes, il y a des gens, peut-être pour aller chez le dentiste ou pour des trucs un peu particuliers, ça peut être compliqué. Alors les rendez-vous, oui, c'est très compliqué d'aller voir un dentiste en prison parce qu'il faut savoir qu'en prison, il y a des délais d'attente, même pour travailler. C'est très compliqué, très compliqué de travailler en prison. Surtout que moi qui avais une petite peine, j'ai pas travaillé longtemps. J'ai travaillé que 3 semaines. Sur les 6 mois que j'avais à faire, j'ai fait que 4 mois. J'ai travaillé que 3 semaines. D'accord. C'est très long d'attendre. Ça se passe pas comme ça. On a un entretien, on passe des tests. Même pour l'école, on passe des tests aussi. Et moi, j'ai eu de la chance que j'ai pu rentrer facilement en cours d'école parce que, en fait, la personne qui faisait les cours, elle m'a dit, j'avais une personne qui s'était désistée, donc elle m'a dit, bon, je vais prendre Joël. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, c'est bien. Mais Brian, toi, sur les questions de santé, tu as un peu la même expérience, ça se passait bien pour toi Bah, nous, c'était un petit peu plus dur avec les médicaments, les trucs comme ça, parce qu'il fallait une ordonnance. Si tu n'avais pas d'ordonnance, ils ne donnaient pas. Mais est-ce qu'il y avait un médecin à l'intérieur de la prison qui pouvait faire les ordonnances? Oui. Ouais. Oui. Mais c'était pas trop compliqué de le rencontrer Si. Ah oui. Si, t'avais beaucoup de demandes pour le voir, tout ça. Non, c'était très compliqué. Et les délais étaient longs? Ouais. Après, ça pouvait prendre 2-3 semaines, quoi. D'accord. Après, comme il a dit Joël tout à l'heure, c'est chacun... En fait, chaque prison, c'est pas pareil, quoi. Il a bien dit, mais après... Moi, Plumeur, c'était pas pareil que la prison de Nantes, quoi. Puis après, chaque expérience est personnelle aussi. Je pense qu'on ne peut pas essentialiser à une prison en fonction d'un vécu. Mais c'est quand même chouette d'avoir au moins un témoignage où ça se passe plutôt bien, quoi. Ouais, et puis on parle beaucoup des doublettes, des triplettes en prison en ce moment. L'OIP, il communique beaucoup là-dessus. Il y a même, j'ai lu des syndicats de surveillants et de directeurs de prison qui alertent Darmanin sur le fait que la gestion de la détention est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de personnes. Alors eux, bien sûr, ils grattent, c'est pour gratter des avantages, etc. Mais par rapport au délai, à ce que tu racontais par rapport au délai, forcément, plus il y a de gens, plus les délais d'attente pour accéder aux services médicaux, au taf et tout, ils sont longs. Toi, Joël, t'étais à Kharkiv, du coup, t'étais solo dans ta cellule ou... Non, on était 3 par cellule parce qu'en fait, la prison de la Minguet, elle est surpeuplée. Il y en a trop. Ils ne savent même pas les prisonniers où les mettre. Il y en a qui viennent de La Rochelle, de Marseille. Donc, ce qui veut dire, c'est que même les prisons dans toute la France sont archi pleines. Donc, ils les mettent tous la plupart à la Minguet. Sur 500-600 places de disponibles, il y en a plus de 1200, voire 1300 détenus. Donc 3 par cellule. Ouais, du coup, ça fait de la promiscuité, tout ça, avec la chaleur, là, ça doit être tellement pénible. C'est très pénible, oui, pour les chaleurs et même pour la vie en prison, oui, pour certains, oui, c'est très compliqué. Moi, dans mon cas, je le répète, ça s'est bien passé. Et puis, on parle de chaleur, mais toi, tu étais en hiver, du coup. Oui, ça a été moins compliqué pour moi. Donc, c'est le froid, c'est un autre problème, peut-être, mais... Non, parce que dans les cellules... ça va, c'était chaud. Alors, certaines cellules, il faisait froid, mais certaines cellules... Moi, j'en ai fait 2 ou 3 cellules, parce qu'on était obligé de changer par moment. Pas parce que je me suis mal comporté, c'est simplement parce que, tout simplement, il fallait changer de cellule. Pour telle circonstance, ça dépendait par le travail, toi, par exemple, voilà, toi. Mais moi, j'ai changé 3 fois, oui. Quartier arrivant, 1 fois. Emma 1, 1 fois. Et puis, 2e étage, Emma 1, travailleur. Donc, voilà. Mais moi, comme dit Brian, moi, je faisais des feuilles de requête pour aller voir le médecin quand j'étais malade. Ça m'arrivait 2 ou 3 fois. Et moi, j'attendais pas 3 semaines pour avoir un médecin comme vous voyez, ça dépend des prisons. D'accord, ouais. Est-ce qu'il y a des stratégies à avoir? Est-ce que le fait d'être en bon terme avec certains surveillants ou avec des SPIP, est-ce qu'il y a des choses qui facilitent d'avoir des rendez-vous plus rapides ou Oui, c'est vrai. Le comportement joue beaucoup en prison. D'accord, ouais. Avec les surveillants, avec les gens qui travaillent en prison aussi. Ma professeure, mes chefs de travail, tout le monde. Il n'y a pas que les surveillants, c'est tout un global. Tous ceux qui travaillent en prison, ils ont bien vu que j'ai été quelqu'un de sociable.
Après, c'est pas qu'il s'intéressait pas à moi, mais simplement qu'il me laissait tranquille, quoi. Tu vois, je vivais comme quelqu'un qui aurait vécu dans un appartement normal. D'accord, ouais. Sauf que je pouvais pas sortir à l'extérieur, c'est sûr. Mais non, mais moi, pour ma part, non, j'ai pas de reproche à faire de ce côté-là aux surveillants ni à quoi que ce soit. Et tu as l'impression que pour les autres personnes, ils avaient aussi la même facilité à avoir des rendez-vous médicaux ou... Non. Ah non, c'était pas pour... C'était pas pareil. En fait, peut-être qu'ils s'analysent au comportement de certaines personnes. Mais moi, comme je vous le dis, je vous le répète, moi, avec les détenus, j'avais aucun problème. J'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Donc c'est les rendez-vous médicaux, ils sont en priorité pour récompenser les prisonniers qui se comportent bien. Je sais pas, mais si c'est ça, ce serait quand même un peu dommage quand même pour les autres. Mais moi, après, je sais pas pourquoi. Et, parce que peut-être aussi qu'ils savaient que j'allais sortir dans pas longtemps, donc ils voulaient que je reparte de la prison sans appalade, quoi. D'accord, ouais. Bon, Voilà. tant mieux. Moi, je voulais revenir là-dessus parce que du coup, tu parles de l'étiquetage en fait qu'ils t'ont mis quand t'es arrivé. Donc, t'arrives aux arrivants, ils t'observent un peu et ils t'ont étiqueté gars tranquille, quoi, qui va pas nous faire de soucis, ce qui fait que t'as pu faire ta détention dans ton coin, au calme et tout. Oui. Mais donc, tant mieux pour toi. Mais du coup, il y a d'autres personnes qui sont étiquetées différemment et sur des plus longues peines. En plus, l'étiquetage, il repose sur les observations que font de toi les surveillants, mais après, tu te le traînes, alors que des fois, il y a des périodes où ça va, tu vas être tranquille, ou tu vas être, justement, ça va, t'es en forme, tu vas être plus agité, tu vas plus exprimer ta colère. Il y a des périodes aussi où juste, je sais pas, la vie, elle rend nerveux. Et du coup, je me disais peut-être que, Brian, t'as un ressenti différent là-dessus, sur comment la paix, elle colle des étiquettes, et comment ça joue sur la gestion qu'ils font de toi après, dans la détention. Non, moi, c'était pareil que Joël. Moi, je me suis bien comporté. Du coup, après, moi, j'ai eu la chance, j'étais tout seul dans ma cellule. Mais après, je sais pas comment ça se passe à 3 ou à 4 personnes dans une cellule, quoi. Et t'as toujours été tout seul, du coup? Ouais. Le PM, c'est pareil, c'est les cellules individuelles? Pas forcément. D'accord, ouais. Pas forcément. Parce que moi, quand je suis rentré par la prison de mineurs, j'étais hyper violent. Du coup, ils m'ont mis à part. Et après, je me rappelle plus comment c'est passé après. Ça veut dire quoi, ils t'ont mis à part? Ils t'ont mis à part, ça veut dire quoi? Parce que j'étais hyper violent, quoi. Tu étais dans un autre quartier? Ouais. Et c'est aussi pour ça que t'étais tout seul, du coup? Ouais. Parce qu'il y a pas longtemps, on a parlé d'un jeune à l'EPM qui s'est retrouvé en isolement pendant 21 jours à l'EPM, alors qu'il n'y a pas de quartier d'isolement, mais du coup, ils l'ont mis en quartier, je pense en quartier meuf, pour l'isoler justement, pour qu'il soit à part du reste de la détention. Et il y a une députée qui a vu ça en passant en visite à l'EPM et qui a prévenu son avocate, qui a obtenu un transfert. Je me dis peut-être on pourrait faire une petite pause musicale et reprendre après. Du coup, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Gambi Wesh Wesh? Gambino, oui. Voilà, on vous laisse avec Gambino. Ça fume, ça boit, ça tire des pétous, ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les ouais chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. J'suis dans les quartiers noirs, j'suis posé dans un V12. Ça fait des grosses peines, ça fait des soirées mousses. On serre le pochon, pote, j'te ramène 12 arras. Ça se met sous moula, ça ouvre des charbons. Ça fait traction, ça revient au prétoire. J'tanisé, ça fume de par le soir. Ouais, dans la zone, y'a trop de mecs bizarres. Ça ramène tout au parloir. Ça nique là, tu voles, ça carte et ça qu'un but. Nique juge, indique trop de langue de pute. On nique tout cet été, ça va chercher au feu rouge. Total ND, maintenant ça fume, ça boit, ça tire des pétous. Ça
c'est la mêle. Arrivant sur ta route des bourres et ta lune. Un PGP le soir a fait la câline. Je vais te niquer parce que j'ai trop les canines. Je représente tous les quartiers de France, des charbons en bas. Pour les têtes cramées, les gueules cassées sur le Yamaha. Ça met la cagoule et ça pointe à la spipe. Et que ça dévie, que ça roule en gigite. Dans ta boîte on arrive en équipe. Ça fume, ça boit, ça tire des pédous, ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les ouais chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables. Et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique. Et ceux qui font tout rentrer. On veut se tailler, wesh, je vis dans l'entrée. Wesh, ceux qui mettent la cagoule. Wesh, pour les traficantés. Wesh, on veut se tailler. Wesh, je vis dans l'entrée. Wesh, ceux qui mettent la cagoule. Wesh, pour les traficantés. Wesh. Ça fume, ça boit, ça tire des pédous, ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les ouais chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables. Et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique. Et ceux qui font tout rentrer. On veut se tailler, wesh, je vis dans l'entrée. Wesh, ceux qui mettent la cagoule. Wesh, pour les traficantés. Wesh, on veut se tailler, wesh, je vis dans l'entrée. Wesh, ceux qui mettent la cagoule. Wesh, pour les traficantés. Wesh. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. On vient d'écouter Gambino Wesh Wesh et on est toujours à l'antenne de Casse-Muraille avec Joël et Brian qui nous parlent de leur expérience de la prison. Moi, je voulais revenir un peu sur la sortie de la prison. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que à la sortie de prison, il y a eu un peu de la facilité à retrouver un peu une situation, un travail, un logement? Quelle est votre situation là en ce moment? Alors là, c'est très compliqué parce que là, de toute façon, on est suivi par des structures. Enfin, on n'est pas obligé d'y aller dans les structures, mais on y va pour prendre notre douche, pour se raser, pour passer des fois la journée quand on n'a rien à faire, les papiers. Mais on est bien entouré quand même au niveau de ça. Moi, la semaine prochaine, je vais faire un dossier avec une association qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, Toi sans moi ou Vers toi sans moi, je ne sais plus, très bien, avec un logement accompagné. D'accord. Mais c'est pas sûr que je l'ai, hein. Il faut faire le dossier, ça passera en commission le 18 et j'aurai une réponse que pas avant le 20, 21, voire 22 juillet. Donc j'espère que ça va fonctionner, mais quand on sort de prison, tous les cas de figure, enfin toutes les personnes, c'est pas pareil. Il y en a qui ressortent avec un logement, et il y en a qui ressortent sans rien. Comme moi, mon cas, je suis ressorti sans rien. Mais alors que toi, tu as fait une peine assez courte, et au moment où tu es parti en prison, tu en avais un de logement. J'en avais un, effectivement, sauf que j'avais toujours les clés de l'appartement, sauf que pendant ma détention, ils m'ont vidé tout mon appartement, et ils m'ont fait une fin de contrat de chez eux. Donc finalement, c'est à cause de la peine de prison là que tu te retrouves en galère maintenant. Oui, exactement. Tu avais un logement et il y a tu as eu une peine de 6 mois de prison qui n'a pas été aménagée. Ils t'ont pas mis un bracelet électronique ou Non, parce que c'était décidé comme ça que j'en avais plus de logement déjà. D'accord. Ouais. Donc voilà. Sinon, je ne serais pas passé en comparution immédiate. Non, il n'y a pas. Les 7 structures de la DOMA, après, ça fait partie de l'État. Donc la moindre erreur, ça ne pardonne pas. Ouais. Donc il ne faut pas rigoler avec ça. Mais voilà quoi, mais ça peut arriver, c'est arrivé de là-bas avec des gens que j'ai connus à Doma qui sont partis du jour au lendemain en détention, alors que moi je ne le savais même pas. Ah oui. Et ils n'ont pas le droit de le dire déjà là-bas. Ouais. Ils sont tenus au secret professionnel. Moi je sais que pour Jérémy, Jérémy il s'appelait, je lui ai rendu il est passé où? Il a disparu du jour au lendemain. 6 mois après, on m'a dit qu'il était en détention. D'accord, ouais. Donc, il y en a eu plusieurs qui sont partis en détention comme ça et on ne l'a jamais su. On l'a su longtemps après, quoi. Et ce que vous nous racontiez avant l'émission, c'était qu'en fait,
Bah, après la peine, c'était comme si vous repartiez de zéro, en fait. Fallait refaire toutes les démarches administratives, tout ça. C'est Oui, ça? oui. En fait, quand on sort de prison, déjà, on a un billet de sortie. Il ne faut surtout pas le perdre parce qu'on n'en a qu'un. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon bus. J'ai pris un ticket, j'ai pris mon bus. J'ai été dans un bureau de tabac, j'ai fait plein de photocopies de mon billet de sortie. Je me suis acheté mes cigarettes. Bon, après, je me suis offert une bière parce qu'au bout de 4 mois, voilà quoi. J'ai envie de me détendre un peu. Mais voilà, non. Et puis après, j'ai été voir ma banque pour qu'ils remettent tout en ordre, pour leur dire que j'étais sorti, que mon billet de sortie. La CAF, c'est exactement la même chose. Sauf que la CAF, quand j'y suis allé, ils m'ont dit bah non, vous retournerez chercher votre RSA au mois de mars en prison. Je me suis dit pourquoi. Tout simplement parce qu'à partir du 20 de chaque mois, ils bloquent. En fait, c'était déjà fait pour le début du mois. Donc j'ai été à la maison d'arrêt de Carquefou chercher mon RSA, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Ils m'ont dit non, c'est pas ici. J'ai dit c'est où? J'étais bien chez vous quand même. Et ils m'ont dit non, c'est la chaîne des Anglais. Alors, la prison de la chaîne des Anglais là-bas. Alors enlevez votre ceinture, carte d'identité, puis de portable. Oui, Et c'est t'as remis dedans, quoi. ouais, puis je la connais pas la prison là-bas, donc c'est pas la Maguet là-bas. Hein, ça a l'air d'être assez spécial, mais je pense que là-bas c'est une prison pour les très longues peines. Donc voilà, moi, enfin voilà quoi. Et toi, Brian, c'était la même chose pour toi, la sortie? Ouais, moi c'était pareil, j'avais un logement, tout ça, j'ai eu des squatteurs en attendant quand j'étais en prison, du coup je l'ai perdu. Et du coup, bah, depuis là je suis dehors, quoi, je vis dehors. D'accord. Mais difficilement, quoi, mais un jour ça viendra. Alors que, ouais, moi c'est ça qui m'interroge, c'est qu'au moment où tu as été emprisonné, tu étais mineur. Ouais. Et du coup, ben, t'es mineur, on te met en prison. Et 10 ans après, à ta sortie de prison, il n'y a rien pour t'aider, quoi. En fait, tu te démerdes et puis. Ouais, je trouve ça dur. Ouais, c'est très 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 dur. Ouais. Il faut pas lâcher, tout simplement. Et ouais, moi, Joël, excuse-moi, je connais pas bien, moi, les trucs de billets de sortie, là, c'est pour que tu puisses prouver que tu as été relâché, que tu n'es pas juste évadé. Oui, c'est un peu ça, en fait. Oui, en fait, non, c'est pour les administrations, pour qu'ils savent, pour qu'ils aient une preuve qu'on est bien sorti de détention. Alors, je sais que c'est un peu idiot, c'est tout simple, mais non, si on le fait pas, si on ne le fait pas, il n'y a plus rien. Quoi. Mais ta banque, par exemple, moi j'aurais l'impression que ça la regarde pas. Tu es là, tu dis bah je suis là. En fait, ils le savaient, ma banque, parce qu'ils étaient obligés de savoir, parce que la SPIP en prison, elle est obligée d'avertir la CAF et d'avertir que j'aurais été inscrit au Pôle emploi aussi, aurait été la même chose. La sécurité sociale, ça a fait la même chose. Les impôts, pareil. Voilà, donc il faut des billets de sortie, il faut une preuve comme quoi on est bien sorti de détention. Mais alors, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas ça, par exemple quelqu'un qui s'est évadé, il va voir sa banque et il dit ah bonjour, je me suis évadé, je vous avais donné 200 €, je veux bien les récupérer. Sa banque elle lui dit non, on les garde. En fait, ça dépend dans quel contexte. Si la personne a une carte bleue, parce que moi ma carte bleue, je suis sorti de prison, j'ai pu retirer de l'argent. Ah oui, d'accord. C'est simplement pour leur dire que mes paiements de RSA les reprendre sur mon compte, donc pas en compte prison après. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on touche de l'argent du Pôle emploi en prison, quand on touche de l'argent du Pôle emploi à l'extérieur, on ne peut pas la toucher en prison. On peut toucher qu'en prison le RSA, on ne peut pas toucher autre chose. D'accord, oui. Bon, après, il suffit de travailler si on veut de l'argent. Moi, dans mon cas, c'était le RSA et un peu de travail. Mais après, c'est une chose qu'il faut savoir. Il n'y a que le RSA et encore le RSA, c'est que 3 mois. 3 à 4 mois, pas plus. D'accord, oui. Bon, très bien. Qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? Vous aviez des questions à poser, vous? Pas spécialement. Moi, je me demandais du coup comment que c'était à Lorient. Moi, je me dis, il y a peut-être des gens qui nous écoutent là à Nantes, qui sont dans les prisons, qui auront peut-être envie à un moment de demander un transfert pour aller dans une autre prison. Toi, Brian, je t'ai demandé, tu n'avais pas une réponse forcément très claire. Tu sais pas trop si tu conseillerais d'aller à Lorient plutôt qu'à Nantes. Vu que tu n'as pas été à Nantes en dehors de l'EPM, tu peux peut-être pas comparer non plus. Ouais, c'est ça, exactement ça. Après, comme je vais répéter, chaque prison, c'est différent. Ouais, d'accord, ouais. Et du coup, ouais, tu penses, Lorient, c'est ni mieux ni pire qu'ailleurs, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait des gens qui arrivaient à avoir des téléphones un petit peu. Ouais.
Parce mais souvent, Ouais. c'est souvent. Je pense qu'il y a certaines prisons qui sont quand même beaucoup plus strictes là-dessus. Bon, d'accord. Et, euh, et du coup, je voulais te demander, Joël, toi, tu étais à la maison d'arrêt à Carquefou. Est-ce que tu connais des gens qui sont encore là-bas? Est-ce que tu as envie de leur dire un bonjour, d'avoir une petite pensée pour eux, quelque chose? Ouais, si Mario m'écoute, bah, je lui dis certainement bonjour, puis bon courage, parce que le pauvre, il va ressortir que l'année prochaine au mois de janvier. Ah oui. Donc voilà, j'en dirai pas plus sur ce qu'il a fait, parce que j'ai pas à le dire. Mais c'est quelqu'un de bien, c'est un Guyanais, donc c'est quelqu'un de bien. Moi, je sais que j'ai jamais eu de problème avec lui. Et puis, bah, j'espère qu'Ali il a été transféré aussi, parce que le pauvre, il attendait son transfert pour aller rejoindre son frère, qui était à la maison d'arrêt de Rennes. Et je sais qu'un transfert, ça met énormément de temps. Ça peut demander 6 mois, comme ça peut demander 1 an, comme ça peut demander 2 mois, ou voire 3. Bon, bah, s'il nous écoute, nous aussi, on pense bien à lui. On espère que ça va pour lui, qu'il s'en sort. On espère qu'il ne peut pas nous écouter parce qu'il a réussi à obtenir le transfert qu'il voulait, ou alors qu'il était libéré en Non, avance. mais en fait, je voulais simplement dire bonjour à tout le monde là-bas, quoi. C'est simplement, voilà, même aux surveillants. Voilà. C'est chez moi, j'ai jamais eu de problème avec les surveillants. Ils ont tous été sympas avec moi. Je sais pas non plus, c'est un métier très dur, un surveillant. C'est il en faudra tout le temps. Bon, voilà. Bah oui, sinon on partirait. Sinon on s'évaderait. C'est vrai Et que- après, quoique pour s'évader de la maison de Carquefou, je sais pas, hein, mais c'est très compliqué parce qu'il faut voir les murs, ils sont très 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 hauts. Il y a des barbelés partout et des grillages parce qu'en fait, il y a un grillage avant, après il y a le mur et il y a un autre grillage après le mur. Donc bon courage à celui qui veut essayer. Après, je sais même pas s'il y en a qui ont essayé là-bas. D'ailleurs, pendant ma détention, je pense que si, une fois, on a eu des problèmes. Ouais. J'ai entendu parler de ça, mais ils n'ont pas réussi. Hein. T'aurais été embêté s'il n'y avait pas eu de surveillant, t'aurais été obligé de rester dans ton foyer à Doma au lieu d'aller en prison. Ah bah c'est sûr que s'il n'y avait pas de surveillant, s'il n'y avait pas eu de prison, je serais resté dans mon appart. Ça c'est sûr, il n'y aurait pas eu de choix. Mais après, c'est vrai que les prisons, après, on en parle souvent, mais ouais, après, il y a peut-être d'autres moyens que de faire des choses comme ça, quoi. D'aller en prison, quoi. La prison, ça a détruit une vie. Ouais. Bon, après, voilà, moi, pour mon cas, j'ai pas fait beaucoup. Mais comme je pense à Brian, 10 ans, mais il y en a qui ont aussi 20 ans à faire. Il y en a qui sont condamnés à perpétuité. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Ouais, c'est dur. C'est très dur. C'est très, très dur. Mais bon. Je sais plus trop quoi vous poser comme question. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aviez envie de parler Moi, j'ai une petite anecdote quand même. Quand je suis rentré en prison, le premier matin, le surveillant venait me chercher pour m'expliquer pour les chiffres numériques, pour commander mes cigarettes et tout. Et il m'a dit, c'est à 53 ans que vous commencez votre carrière de criminel. Je ne sais plus trop ce que je lui ai répondu. J'ai dit, oui, mais ça sera la dernière fois. Il m'a dit, je vous le souhaite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute un morceau de musique? Ou alors, Clara, toi, tu avais des petites infos que tu voulais passer? Oui, j'avais des infos à partager. La première, c'est une info juridique sur la loi Attal, qui n'en loupe pas une, et qui, du coup, a fait passer une loi de réforme de la justice des mineurs pour être plus sévère, en fait, avec les mineurs qui sont entre les mains de la justice. Dans sa communication, il disait que c'était en réaction aux émeutes suite à la mort de Naël, qu'il a voulu être plus sévère avec les mineurs condamnés. Et donc, notamment dans sa loi, il prévoit des comparutions immédiates pour les mineurs qui ont déjà été condamnés avant. Il prévoit aussi une amende civile pour les parents qui ne se rendraient pas aux convocations aux audiences. Et l'inversion aussi du principe de l'excuse de minorité. C'est-à-dire qu'il demande aux juges de plus être moins sévères quand les gens sont mineurs et que ce soit vraiment une exception d'être moins sévère quand les personnes jugées sont mineures. Et voilà. Et du coup, sa loi, elle s'est fait retoquer là, par le Conseil constitutionnel. Donc l'inversion du principe de l'excuse de minorité, elle a été retoquée et les comparutions immédiates aussi. Par contre, les trucs de condamnation des parents, ça n'a pas été retoqué. D'accord.
Bon, je veux pas dénigrer tes infos, Clara, mais le jour où tu veux vraiment avoir un scoop, tu nous annonceras qu'ils ont décidé de rendre plus sévères les peines contre les policiers qui tuent des gens. Là, on sera vraiment étonné, on aura l'impression que tu auras trouvé une info vraiment extraordinaire. Eh oui, mais je suis pas journaliste, je cherche pas des scoops. J'ai l'impression que ça va toujours dans le même sens, hein. C'est un peu dur parce que c'est tout le temps pour taper toujours sur les mêmes gens. Bah là, les gens qui se révoltent, surtout, je pense après la mort de Noël, on a tous été touchés, on a tous eu un peu un sentiment de révolte. Et ce qu'on attend, c'est pas de se dire tiens, il faudrait que les gens qui se révoltent soient punis. Il faudrait que les policiers qui tuent des gamins soient punis. C'est ça. Enfin, en tout cas, je pense beaucoup de gens, c'est ça qu'ils se disent, quoi. Mais notamment pour les parents, en fait, je trouve que c'est un peu la double peine et c'est vraiment criminaliser en fait les parents et les culpabiliser encore plus en fait pour des faits qu'ils n'ont même pas eux commis. Mhm. Oui, puis enfin ça vient mettre tout le prisme de la répression sur toute la famille et bien sûr entre les mains d'institutions qui sont racistes et classistes et que du coup c'est les gens qui sont arrêtés par la police du coup qui souvent sont pauvres ou racisés qui se retrouvent devant le juge pour les mineurs et puis toute la famille qui se retrouve dans l'engrenage alors qu'il y a déjà bien d'autres galères à gérer. Oui, totalement. Les personnes marginalisées qui se font encore plus marginalisées, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Et peut-être on arrive à la fin de l'émission. Ouais, je voulais partager une autre info. C'est la famille de Aubin Nino Makladi Nkulu Lomata Lokinji qui s'est fait tuer à la prison de Fleury-Mérogis ce mois-ci. Et donc la version officielle de l'administration pénitentiaire, c'est qu'il s'est suicidé. Sa famille n'y croit pas et donc elle lance une mobilisation en faisant des manifestations régulièrement et en essayant d'obtenir la vérité sur la mort de leurs proches. Donc il y a une page Instagram Justice pour Aubin qui permet de suivre leur mobilisation. Et il me semble qu'ils lancent une cagnotte aussi pour leurs frais judiciaires. Merci beaucoup pour l'info. On va arriver à la fin de l'émission. Je vous rappelle nos contacts. Vous pouvez nous contacter si vous voulez témoigner, si vous voulez apporter vos analyses sur la prison. On a un numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler ou nous laisser un message au 07 82 98 43 59. 07 82 98 43 59. Vous pouvez aussi nous demander de laisser une petite dédicace pour vos proches qui sont en prison, leur laisser un message, une petite musique. On peut passer une musique de votre choix si vous avez envie. Et autrement, vous pouvez, notamment si vous n'avez pas accès à des téléphones ou à Internet, vous pouvez aussi nous écrire par écrit. Notre adresse, c'est Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Donc c'est Casse-Muraille chez B17. Vous pouvez aussi nous contacter par Internet, par notre boîte mail. Enfin, vous pouvez trouver sur le site de Prune nos contacts et voir sur quel réseau on est. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie, si vous avez besoin de quelque chose. Cool. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison, avant des rediffs. Ouais, et bon courage à vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.